Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette troisième édition SecNuméco consacrée au rançongiciel. Nous allons parler dans ce webinaire du numérique au cœur de la sécurité économique. Je me présente, Claire de Guisa, déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique, rattachée par le ministère de l'économie, des finances et de la relance à la préfecture et à la directe. Je suis accompagnée de Nadine Marchandet, déléguée régionale adjointe à la recherche et à la technologie, DRRT en abrégé, qui elle-même représente le ministère de la Recherche, de l'Innovation, MESRI, à la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure dans l'espace commentaire, donc par le chat, qui est dédié. Nous répondrons aux deux premières questions en live. Et si nous n'avons pas le temps et s'il reste d'autres questions, celles-ci obtiendront une réponse ensuite par mail. Madame Anne Frakowiak-Jacobs, sous-préfète de Grasse et référente pour le département des Alpes-Maritimes en matière d'intelligence économique, souhaitait vivement ouvrir notre matinée. En revanche, sa vidéo n'a pas pu être transmise, ce qui fait qu'à sa demande, je vais prononcer son introduction qu'elle vient de me transmettre. Je me lance. La crise inédite que nous traversons a considérablement modifié les usages des entreprises comme de tous les acteurs économiques. Vous vous êtes adapté pour poursuivre votre activité en dématérialisant encore plus les outils de travail, que ce soit sur le plan des méthodes d'innovation ou pour vos activités commerciales. Pour toutes vos communications internes ou externes, vous utilisez plus que jamais le mail et les logiciels collaboratifs. Dans le même temps, l'État et les partenaires institutionnels ont rapidement bâti de nouveaux programmes et mobilisé de nouveaux budgets. D'une part, pour protéger les entreprises, ce sont les mesures de chômage partiel, le prêt garanti par l'État, PGE, les subventions directes, les reports de charges, et d'autre part, pour contribuer à relocaliser et à développer les activités essentielles à la population. C'est le grand plan de relance. Ces mesures montrent que nous devons avoir confiance et que nous pouvons rebâtir notre industrie, nos services et l'ensemble des activités vers lesquelles nous conduit cette phase de mutation accélérée. Mais cet avenir ne peut se bâtir que si nous nous protégeons collectivement de la maladie, bien sûr, et je sais à quel point vous avez été rigoureux, du risque numérique aussi, à condition que chacun veille à se protéger en adaptant ses pratiques, de façon à se prémunir des tentatives d'extorsion ou de prédation que ces supports numériques facilitent et auxquels nous avons tous assisté durant les derniers mois. Le ministère de l'Intérieur a lui-même été touché par une attaque très virulente ces dernières semaines qui utilisait des adresses mail internes a priori dénuées de soupçons. Ces attaques informatiques sont donc de plus en plus virulentes, massives et évolutives, en menaçant de plus en plus le fonctionnement des organisations, si ce n'est leur survie. La protection des entreprises constitue donc pour les services de l'État une préoccupation majeure dans le contexte de l'accélération numérique actuelle. La généralisation du travail accentue votre vulnérabilité, celle de tous, notamment via les rançongiciels pouvant bloquer tous les systèmes en neutralisant tous les accès aux données. Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux cyberattaques, le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes a mis en place un pôle national de lutte contre les cybermenaces face au vol, à l'utilisation et à la suppression de données ainsi qu'aux menaces et chantages numériques. Un guichet est donc accessible par messagerie. Il s'agit de Covid-19 Conseil Entreprise 06 @ gendarmerie-intérieur.gouv.fr. Ne vous inquiétez pas, la référence sera rappelée ensuite. Des conseils, des réflexes à adopter, des indications sur les nouvelles tendances sont également accessibles sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Il sera représenté évidemment dans cette matinée. C'est pourquoi je vous invite à noter les différentes suggestions et exemples pratiques et à les retenir pour noter contre ces cybermenaces. Sachez que les services qui interviennent à ce webinaire peuvent aussi être sollicités dans le cadre de la prévention à conduire et que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il y a aussi un autre combat à mener. Nous vivons dans les Alpes-Maritimes un contexte toujours plus dramatique avec le terrible attentat qui vient à nouveau de nous endeuiller. C'est un autre domaine essentiel dans lequel j'appelle à votre vigilance. Ne laissez rien passer au sein de vos organisations. Aucun comportement anormal, aucune parole dérangeante, aucune entorse aux lois de la République et à nos principes. Il n'y a pas de petit renoncement. Votre sécurité
Notre sécurité à tous passe aussi par votre attention. Nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité. Les services de l'État sont à votre écoute, mais nous comptons aussi sur vous. Merci de votre attention. Madame Anne Frakowiak-Jacobs. Je reprends mon rôle de Claire de Guisa et je voudrais juste faire une rapide évocation du contexte dans lequel nous parlons de sécurité économique. Il ne s'agit pas de protéger pour bunkériser. Sur un espace qui réunit des acteurs économiques et institutionnels, en fait, l'intelligence économique est au cœur d'une dynamique qui vise à un équilibre entre servir le développement, les coopérations, s'appuyer sur le cadre juridique, mais tenir compte de la réalité vivante dans laquelle les entreprises à qui nous nous adressons ce matin, dans lequel vous innovez, vous commercialisez, vous êtes à l'écoute, vous nouez des partenariats, vous coopérez et aussi vous protégez vos actifs essentiels. Pour cela, donc, il existe une politique publique de souveraineté économique, en tout cas dont la finalité est la souveraineté économique, issue d'un décret qui a rénové un certain nombre de notions et redynamisé. Je vous passe les détails organisationnels. Il s'agit évidemment d'une politique interservice interministérielle animée par le ministère de l'économie en lien avec une quantité d'autres entités qui d'ailleurs sont en partie représentées ce matin parmi les intervenants. Donc la politique de sécurité économique vise à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation, constitués notamment des actifs matériels et immatériels stratégiques pour l'économie française. Et elle inclut la défense de la souveraineté numérique, la politique en matière d'investissement étranger en France, puisque par exception dans certains domaines régaliens, la liberté d'entreprendre est en partie encadrée, elle est rarement interdite, exceptionnellement interdite. Évidemment, il y a un rôle de recueil d'informations, donc de veille, et en particulier sur les entités, les standards de conformité et toute réglementation, y compris de portée extraterritoriale, ainsi que les pratiques d'affaires qui pourraient représenter une menace. Et par contre, de manière plus positive au titre de la promotion, cette politique contribue à la diffusion auprès des acteurs économiques des informations stratégiques utiles dans le cadre de leur développement, notamment international. Je précise également que, compte tenu du contexte décentralisé, les régions ayant la compétence exclusive du développement économique sur leur territoire, elles ont placé l'intelligence économique parmi les priorités majeures et elles coordonnent leur action avec l'État. Ces principes sont déclinés par une charte partenariale État-région qui a été signée non pas le 18 mars, mais le 18 décembre 2019. Donc, notre propos ce matin, c'est de promouvoir une approche équilibrée à laquelle s'est également engagée très fortement la région, qui permet de faire concorder la défense des intérêts locaux et nationaux et le développement des entreprises sur le territoire, de même que l'accueil des investisseurs étrangers dans de bonnes conditions. Voilà, donc dans les pratiques d'affaires et dans la vie numérique, nous veillons à ce que les acteurs puissent vivre leur vie et soient protégés des interventions hostiles. Encore une fois, donc, nous sommes autant à votre écoute que au service d'une politique publique. Pourquoi la sécurité numérique au cœur de la sécurité économique? Effectivement, c'est un élément fort de souveraineté. Cette diapositive résume des éléments d'analyse qui proviennent de plusieurs sources, mais qui montrent qu'en fait, maintenant, le numérique est partout. C'était d'ailleurs la toile de fond de mon premier schéma sur l'intelligence économique. Les éléments de la chaîne de valeur se sont peu à peu nourris du numérique. Au départ, c'était l'informatisation de simples éléments de la chaîne de valeur, puis ensuite, le numérique a permis de coordonner, d'intégrer, de relier les machines, le système de gestion. Et puis petit à petit, depuis les années 2000, c'est le numérique qui fait la chaîne de valeur. L'information est rentrée au cœur du produit. Le produit lui-même fonctionne grâce à de la microélectronique, puis il est de plus en plus connecté. Et c'est aussi par le numérique, par le retour client, les usages, le service après-vente, qu'en temps réel, par l'interconnexion,
les services et les produits deviennent complètement intriqués, ce qui fait que maintenant, dans ce modèle systémique, la question délicate se présente en permanence de manière binaire, quoi ouvrir et que fermer. Ça se constate aussi dans la vision du plan de relance national. En fait, la transition doit continuer, la production classique doit s'adapter, l'intelligence collective devient une dimension de plus en plus importante. Et pour accélérer cette mutation qui était en gestation depuis déjà quelques années, en fait, l'État, avec aussi une contribution de l'Union européenne qui est encore à mettre en place dans les détails, s'engage à apporter à peu près un tiers sur l'écologie, un tiers sur la compétitivité et 36 milliards, le troisième tiers, sur la cohésion sociale. Donc, pour l'ensemble des mesures que vous voyez résumées là, l'État va engager des budgets massifs qui donnent les moyens aux entreprises d'accélérer leur mutation et de renouveler leur activité, de la recherche jusqu'à l'ensemble des usages qui vont nous permettre de regagner une autonomie industrielle et technologique. Dans le détail, les mesures les plus immédiates sont celles qui ont déjà été l'objet d'appels à projets lancés pendant l'été ou à la fin de l'été pour donc contribuer à relocaliser les activités de production et l'effort d'innovation. Il s'agit notamment de l'appel à projet résilience. Il y a eu aussi quelques plans sectoriels, notamment sur l'aéronautique, et qui visent donc à permettre aux acteurs de proposer une offre adaptée en matière de santé, donc tout ce qui est médicaments, dispositifs médicaux, procédés innovants, ou qui permettent de flexibiliser les moyens de production en fonction des épidémies notamment et des problèmes de santé qui évoluent dans le temps, l'agroalimentaire, tout ce qui est transformation, emballage, nouvelles protéines, tout ce qui est électronique, semi-conducteurs, circuits imprimés, composants, systèmes, prototypage rapide, et enfin, intrants de l'industrie, chimie, métaux, matériaux. Ceci est non limitatif. Les appels à projets sont ouverts jusqu'au milieu de ce mois, mais seront renouvelés. Et enfin, vient d'être lancé l'appel à projet plateforme industrielle de la 5G. Je fais un clin d'œil à la rivalité de la Chine avec le reste du monde. Mais en fait, quand on pense à ces plans de transition et aux moyens que mettent les États, évidemment, il s'agit pour toute l'Union européenne, pas seulement la France, d'un tournant. Après avoir laissé une bonne partie des filières partir en Asie, surtout les domaines d'activité qui font vraiment un État économique autonome et qui n'est plus à la merci des brevets ou des accords de livraison ou de tarification de l'Asie, nous devons réinvestir dans toutes les filières qui étaient aussi citées dans la planche précédente. J'en reviens à l'ère du numérique. Donc, pour tout ceci, pour cette adaptation de filières, il faut nouer des partenariats, se démarquer. Il faut aussi communiquer en temps réel. Vous voyez l'ensemble des outils qui concernent à la fois les échanges entre personnes, les échanges entre objets interconnectés qui sont en train de se démultiplier avec la 5G, et puis la numérisation des entreprises et même des ateliers de production sans lesquels rien ne fonctionne. Donc tous les usages sont modifiés, ces interconnexions augmentent et ce sont autant des atouts en termes de moyens et en termes d'image que des faiblesses et des sources potentielles de déstabilisation et de blocage. Donc, il importe absolument de réfléchir à chaque fois à l'équilibre entre la fluidité, la facilité et la sécurité.
Si l'on pense aussi à tout ce que permettent les applications en ligne, les usages, les affaires qui sont maintenant concrétisées par les plateformes et les marchés, c'est assez évident. Et on voit que le système concurrentiel est complètement modifié. D'ailleurs, ça devient un domaine en soi du contrôle de l'État. Je cite Thierry Breton, précédemment dirigeant d'Atos et maintenant commissaire européen au marché intérieur. La guerre des données industrielles débute maintenant et l'Europe sera son principal champ de bataille. Le nombre de données émises par l'activité humaine va être multiplié par 2 tous les 18 mois. Et pour moi, l'Europe doit être le premier continent à tirer le plein bénéfice de cette vague. C'est l'un des enjeux les plus essentiels de la décennie qui vient. Éventuellement, vous pourrez consulter Façonner l'avenir numérique de l'Europe, qui est le nom du livre blanc publié en début d'année, pour l'Union, qui est vraiment l'espace, la première base industrielle du monde, la plus avancée en termes d'intégration et d'automatisation des données dans les processus de production. Ensuite, non, dans l'autre sens. Juste un petit rappel sur les droits et les responsabilités auxquels nous devons tous songer, public ou privé. Je ne reviens pas, parce que ce n'est pas le sujet du matin, sur le règlement général sur la protection des données personnelles, qui est juridiquement confié à la CNIL au titre de règlement en vigueur depuis mai 2019, mais également sur le secret des affaires, pour faire valoir les droits des entreprises, évidemment pas pour contourner des réglementations. Il est important de protéger ces données, sinon on ne peut pas en revendiquer la violation et l'usage illicite. Et les lois des GAFAM, des plateformes d'hébergeurs auxquelles nous nous adressons le plus souvent, sont totalement opposées aux nôtres, aux usages européens, et que, en conséquence, pouvoir garantir à des clients qui ont besoin de sécurité le lieu de l'hébergeur est absolument déterminant. Pour terminer, tous ensemble, avec des gags que cette diapo illustre à merveille, la protection économique, ça veut vraiment dire trouver le moyen, avec raison, avec bon sens, de garantir une sécurité numérique effective. Pour nous tous, il s'agit en fait de changer de culture. Là où nous pensions tranquilles et à l'abri des regards, en fait, nous sommes observés. Encore une fois, il ne faut pas se sous-estimer. Et puis cette devise Shadok, il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Oui, il faut se préparer, il faut consacrer quelques moyens, sans quoi nous risquons d'être pris au dépourvu et vraiment ça peut être fatal. Je cède la parole à Nadine Marchandet sur la partie recherche et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis déléguée régionale adjointe à la recherche et à la technologie et la mission de la D2RT est de mettre en œuvre les politiques du gouvernement en matière de recherche et d'innovation et plus particulièrement celles pilotées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de faire passer des messages et notamment de dire qu'il ne suffit pas de développer de la recherche et de l'innovation, encore faut-il les protéger pour pouvoir continuer justement à les développer. Alors l'idée n'est pas d'être exhaustif aujourd'hui, mais bien de sensibiliser, c'est-à-dire de faire prendre conscience de l'utilité justement de protéger tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, cette première slide de la recherche à l'utilisateur montre le schéma classique, on va dire, de valorisation de la recherche publique, puisque moi, c'est plutôt mon terrain de jeu, on va dire, même si on est aussi en interface avec le secteur économique sur certains sujets. Mais donc, les chercheurs cherchent, ils développent, ils sont là pour faire acquérir donc de nouvelles connaissances et ces connaissances justement permettent de développer donc de nouveaux produits. À ce moment-là, on rentre dans la phase de transfert et transfert dans le secteur économique.
Donc là, on voit un schéma qui part donc de l'invention pour aller jusqu'à l'innovation, c'est-à-dire la mise sur le marché des résultats de la recherche. Et il a l'air assez simple, ce schéma. Pourtant, si on peut passer à la slide suivante, on voit que finalement, le panorama de la chaîne de l'innovation est bien plus complexe que le petit schéma présenté en amont. Alors, il faut évidemment protéger en amont, c'est-à-dire au sein des organismes de recherche, là où se réalise la recherche, notamment au travers de dépôts de brevets, mais pas uniquement, il faut sécuriser ces données, notamment numériques. Et ensuite, on voit qu'il y a tout un panel d'acteurs, je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais n'hésitez pas à me poser des questions, pour arriver et interagir donc avec le secteur économique jusqu'à la création d'entreprises ou le partenariat avec les entreprises. Et là, évidemment, il va également aussi falloir protéger. Donc finalement, dans les deux mondes, public et privé, on a la même préoccupation de préserver ces acquis, quoi. Sinon, on ne va pas pouvoir les transférer et en faire quelque chose. Donc ensuite, voilà. Alors, il faut savoir que la recherche, finalement, est un élément clé de l'intelligence économique. Alors, pourquoi ? Parce que la recherche apporte principalement de nouvelles connaissances et qu'on est sur des innovations dites de rupture. Aujourd'hui, on appelle ça de la deep tech. Alors, la connaissance, les nouvelles connaissances, en fait, on ne peut pas les générer simplement en agglomérant des éléments déjà connus pour créer des choses nouvelles. On est au-delà de l'innovation liée à l'ingénierie. On est vraiment dans l'innovation avec un apport de nouvelles connaissances. Et c'est là tout l'intérêt de faire de la recherche. Et c'est en ça aussi qu'on a énormément de dispositifs aujourd'hui qui incitent à faire de la recherche, de l'innovation issue de la recherche, dont notamment un des dispositifs qui est fort connu et prisé d'ailleurs des entreprises, le crédit d'impôt recherche. Alors, je voudrais simplement, dans ce schéma qui est extrait du guide du crédit d'impôt recherche, rappeler justement que ce dispositif est là pour inciter à faire de la recherche et donc des innovations issues de la recherche. Alors souvent, il y a des confusions et nous, on a dans nos missions, dans ma structure, pour rôle d'évaluer, enfin d'expertiser plutôt si les entreprises répondent bien aux conditions du crédit d'impôt recherche et notamment si une fois qu'elles ont constitué leur état de l'art, alors ce n'est pas un état de l'art de leur domaine d'activité, nous on parle de domaine d'état de l'art, pardon, issu des connaissances, de l'ensemble des connaissances scientifiques, peu importe où elles se trouvent, donc c'est les publications, et cette base de connaissances sert en fait de socle pour savoir si effectivement, dans la conception de l'innovation qu'on veut réaliser, on a toutes les connaissances à disposition. Alors, quand on les a toutes et qu'on arrive à les conjuguer ensemble, à ce moment-là, on fait de l'innovation, mais elle n'est pas issue de la recherche. Si par contre, on n'a pas les connaissances nécessaires, à ce moment-là, il va falloir lever des incertitudes et des verrous scientifiques. Et c'est là qu'on réalise donc une activité de recherche et qu'on peut effectivement les travaux pourront être éligibles au crédit d'impôt recherche. Que cela donne des résultats exploitables ou non dans le secteur économique. Voilà. Alors, pour poursuivre sur le domaine des rançongiciels, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, je précise que donc dans tous les entités, que ce soit publiques ou privées d'ailleurs, on parle de protection de potentiel scientifique et technique de la nation.
En fait, le potentiel scientifique de la nation, il est aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par cette PPST et chaque entité donc, doit mettre en place ce type de protection. Et vous avez tous les éléments à disposition sur les sites ministériels. Et concernant la cybersécurité, on parle de politique de sécurité des systèmes d'information. Et là, pareil, c'est une politique, donc à chacun de mettre la politique qui convient à sa structure. Idem, que ça soit public ou privé. Alors, pour enrichir un petit peu la thématique d'aujourd'hui, j'ai trouvé des éléments montrant que donc, depuis plusieurs années, les crises se succèdent et on constate qu'en période de crise, justement, la malveillance augmente. Alors en 2008, on l'a vu surtout dans le domaine bancaire et financier. Ensuite, en 2015, à la suite des attentats, là, on a commencé à avoir beaucoup de cybercriminalité, avec notamment l'apparition de fake news, mais qui ont créé des réseaux qui aujourd'hui peuvent déstabiliser beaucoup de choses. Donc il faut quand même être très très vigilant et bien regarder les sources de ce qu'on regarde. Ensuite, en 2020, donc là maintenant on y est, on a affaire à des cyberattaques qui ont changé vraiment de nature. C'est-à-dire que au démarrage du Covid, on a vu des attaques cybernétiques sur les masques et les gels et au niveau des outils du télétravail. Donc les protections se sont renforcées, ça on l'a vu aussi, mais malheureusement, on voit qu'il se passe d'autres choses. Notamment, par exemple, dans les hôpitaux et à travers donc, les ransomware, c'est les rançongiciels, où on a de plus en plus d'attaques. Et là, on voit qu'on attente carrément à la vie des gens, puisqu'il y a réellement une intrusion dans des milieux. Alors, les hôpitaux sont aussi reliés à la recherche, puisque dans les CHU, c'est les centres hospitaliers universitaires, et ça devient fort préoccupant. Alors, dans les hôpitaux, mais aussi dans les laboratoires de recherche avec de nombreuses alertes et il a été constaté une augmentation des attaques quand même de 14% juste pour cette année par rapport aux laboratoires de recherche. Et cela ne fait on n'en est qu'au début. Évidemment, s'il y a des universitaires qui participent à ce webinaire, sachez qu'il y a également des universités qui sont attaquées à l'heure actuelle. Alors, quoi faire ? Mon premier conseil, c'est d'éviter évidemment de penser que son établissement, son entreprise n'intéresse personne et que finalement, on ne risque rien. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est concerné. Et j'ai cette petite phrase que j'ai trouvée et qui résume bien les choses. Le plus puissant des antivirus est celui qui se trouve derrière son écran et son clavier, c'est-à-dire vous-même. Vous êtes la première des protections. Alors, nous avons fini cette première partie et maintenant, je passe donc la main aux experts de l'intelligence économique et de la sécurité numérique qui vont vous expliquer comment prévenir les attaques par rançongiciel. Merci beaucoup.